introduisez de la conscience dans votre vie, introduis dans ta vie la gratitude qui ouvre le cœur et la conscience qui ouvre l'esprit. Et là, on devient de plus en plus humain. Bonjour, nous sommes très heureux de continuer le cycle de vidéos spéciales avec les maîtres du Samadeva. Et après 2 ans, nous sommes vraiment très heureux qu'aujourd'hui, dans cette salle de la studio, nous avons Enea Tesgriffith avec nous. Donc, Enea Tesgriffith est une des 7 fondateurs de la Libre Université du Samadeva, une des maîtres du Samadeva ici et la plus proche collaboratrice d'Idriss Lahore, déjà depuis longtemps. Aussi, elle est la garante de l'état d'esprit et l'éthique ici dans l'université. Aussi, elle est la voix des chants de Samadeva, des stances écrites par Idriss Lahore. Il y en a beaucoup plus qu'on n'a pas noté maintenant, mais on va découvrir aussi un petit peu plus aujourd'hui. Donc, Enea Tesgriffith. Enea, je suis vraiment très heureuse que tu es là. Et pour commencer, on a cette habitude qu'on pose les questions parce que les gens se demandent parfois, mais qui est le maître de Samadeva? Elles demandent aussi, il y a cette curiosité de savoir un petit peu plus sur leur biographie. Et si tu peux dire quelques éléments, quelques événements marquants, peut-être depuis ton enfance, jusqu'à tu as rencontré cet enseignement, tu as rentré à la Libre Université de Samadeva. Quelle perspective! Oui. En tout cas, déjà très heureuse d'être là. Merci Solvega, merci pour votre pugnacité. Ça fait 2 ans déjà qu'on m'a demandé de faire cette petite biographie et que je n'ai pas trouvé le moyen de venir jusqu'ici, mais ça y est, aujourd'hui. Et peut-être parce qu'aujourd'hui est assez proche de mon prochain anniversaire. Oui. Mais donc, tu demandais quelques éléments biographiques. Déjà, où tu es née? Eh bien, où je suis née dans une petite ville frontalière de Lorraine, Creuzwald. On entend qu'on est près de l'Allemagne, la forêt de la Croix, Creuzwald, où j'ai vécu pendant quand même une vingtaine d'années, 18 ans, avec mes parents et avec mes 2 sœurs. Et si je devais relever des événements marquants, en tout cas concernant qui je suis devenue par la suite, eh bien, la première chose qui me vient, c'est ce qui a préparé le fait que je sois ensuite ici, à la Libre Université, que je sois une de celles qui donnent les formations à la Libre Université. Et en fait, ça a commencé tôt, puisque quand j'étais au collège, alors que mon papa me destinait à être ingénieur ou médecin, pour lui, avec ces 2 possibilités-là, et moi, je ne savais pas trop, en fait, je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je pouvais devenir, de quel métier j'allais faire. Et à ce moment-là, en 3e, je crois, on nous proposait de faire un concours pour devenir normalien, c'est-à-dire pour faire des études à l'école normale et devenir instituteur. Et donc, comme ça m'était proposé parce que j'étais une très bonne élève, je dis oui, on va faire le concours. Et il se trouve que j'étais une des premières sortantes de ce concours. Wow. Et donc, mon papa, du coup, qui voulait tellement que je sois ingénieur ou médecin, a accepté que je suive une autre filière. Et je me suis rendu compte seulement bien longtemps après à quel point c'était exactement ce qu'il fallait pour arriver ensuite, bien sûr, ici en tant que formatrice. C'est comme le destin qui a fait. Vraiment le fil directeur de ma vie qui se tissait là. Et aux grandes dames de mon papa, je suis donc devenue une institutrice. C'était à quel âge, quand ce choix était... Eh bien, en 3e. En 3e, quel âge? C'est juste avant de rentrer au lycée. Donc, on est encore jeune, on ne sait pas trop encore ce qu'on va faire de sa vie. Mais pour moi, ça semblait tout tracé. Et j'ai donc fait mon baccalauréat D
Et puis, je suis entrée à l'école normale de Nancy. Et j'ai suivi le cursus de l'école normale, qui était 3 ans à l'époque. Et ensuite, je suis devenue institutrice. Et je n'ai pas voulu être professeure. Ça aussi, c'était très intéressant. J'aurais pu, à un moment donné, je ne voulais pas être professeur parce que professeur, c'est professeur de telle matière ou de telle matière. Et moi, je voulais tout enseigner. Et c'est vraiment ce que j'ai fait avec ces... Quand on est instituteur, on enseigne un peu toutes les matières. Et ça m'a beaucoup intéressée de faire ça. Donc pendant 6 années, j'étais institutrice à Nancy. Et à la fin, dans une super école, une école musicale, où j'avais des très bons élèves que j'emmenais à l'école de musique, parce qu'ils suivaient en même temps des études musicales. Donc c'était vraiment très bien. Et puis, j'ai changé un peu de direction ensuite, parce que j'avais rencontré depuis un certain temps déjà un monsieur qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie, et qui était en fait mon cousin germain, non, mon cousin par alliance, pardon, le mari de ma cousine germaine. Et cet homme n'était autre que Idriss Lahore. Et pour moi, ça a été une rencontre absolument déterminante. Déjà à l'époque parce qu'il était médecin, naturopathe, et que c'est lui qui m'a sorti un peu de grandes maladies, mal-être que j'avais. C'est pour ça que ma maman m'a amenée chez lui, quand j'avais, je crois, 10, 11 ans. Et puis, ça a été celui qui m'a fait connaître un autre type de pédagogie, la pédagogie Waldorf, donc qui vient de l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Donc c'est lui qui a introduit à parler à propos de ça? Voilà, c'est lui qui m'a parlé de ça, qui m'a fait lire l'un ou l'autre ouvrage sur la pédagogie Waldorf, et j'ai trouvé ça magnifique, parce que j'aimais bien mon travail. J'aimais bien être institutrice parce que surtout j'aimais le contact avec les enfants et avec les parents d'ailleurs. Mais pour ce qui était de la pédagogie qu'on utilisait, j'avais surtout l'impression qu'on enfournait des connaissances aux enfants. Et ça ne me plaisait pas du tout. Alors que, avec la pédagogie Waldorf, j'ai découvert une pédagogie complètement différente, qui prenait beaucoup plus en compte les rythmes de l'enfant, les potentialités de l'enfant et ce dont l'enfant avait réellement besoin. Et donc ça m'a beaucoup interpellée, si bien que une année après, eh bien je laissais mon appartement, je laissais mon super poste de professeur dans l'école musicale, je revendais ma voiture que je venais d'acquérir et je me rendais à Chatou pour faire la formation de professeur Waldorf. C'est tellement important, ce mouvement, que tu as décidé de tout laisser. Ah oui, j'ai vraiment tout laissé derrière moi et j'ai décidé d'y aller. Et je suis allée, normalement pour 2 ans, à l'école Perceval. Nous étions formés donc, pour devenir des professeurs Waldorf. Et il se trouve qu'au bout d'1 an, j'étais ravie, et je pensais faire la 2e année, et on m'a déjà demandé de prendre un poste de professeur Waldorf, parce que comme j'étais déjà une enseignante, ils trouvaient leur intérêt à ce que je puisse tout de suite enseigner. Et donc j'ai commencé à être professeur de classe dans les écoles Waldorf. Et donc j'ai suivi ainsi quelques années, et il se trouve qu'au bout d'un moment, comme je ne sais pas faire les choses à moitié, que quand je donne tout ce que je peux, et que quand on est, oui, vous connaissez, et quand on est dans une école Waldorf, eh bien c'est un vrai sacerdoce. Enfin moi je travaillais tout le temps, si bien qu'au bout de 2-3 ans, je suis tombée malade, et puis de plus en plus malade,
et que j'ai dû me résigner à quitter ce poste, parce que normalement on garde les enfants pendant 7 ans quand on est professeur Waldorf. Et donc j'ai quitté ce poste et les enfants que j'aimais beaucoup, beaucoup, et qui m'aimaient beaucoup, pour retourner en Lorraine. Et en Lorraine, où je retrouvais donc ce cousin par alliance, qui m'a Idriss Lahore. Et j'ai commencé à être professeur Waldorf, non plus professeur comme j'étais à Château, où j'étais professeur de classe qui enseigne tout, mais quand je suis retournée en Lorraine, je suis devenue professeur de français dans une école allemande près de Sarrebruck, qui était tout à fait un autre registre parce que j'enseignais à des adolescents. Et les adolescents, en plus, en tout cas dans cette école, même s'ils habitaient juste à côté de la France, ils n'aimaient pas du tout le français. Pour eux, c'était Englisch ist ja die Weltsprache. Donc, ça a été un petit peu difficile comme entrée en matière pour vraiment me faire accepter par ces élèves. Mais ça ne m'a pas empêché de faire 6 belles années dans cette école. Et suite à quoi, eh bien justement, Idriss Lahore m'a fait une autre proposition encore. Après avoir enseigné pour les petits et puis pour les adolescents, eh bien il me proposait de l'aider à lancer le Samadeva. C'est juste avant ça, ce qui manquait encore, les questions qui me viennent. Est-ce que dans ta famille, étaient aussi les parents ou quelqu'un de proche qui s'intéressait aussi au développement personnel, ou qui s'intéressait à quelque chose plus que cette matière, ou tu étais la famille standard plutôt? Disons, personne dans ma famille, j'étais un peu le petit vilain canard dans ma famille. Je ne m'intéressais pas du tout à ce à quoi mes parents s'intéressaient, mes parents étaient très catholiques, pratiquants. C'était une famille un peu triste, je dirais, un peu triste. C'est pas dans cette famille que j'ai appris à développer la joie, en tout cas. Et c'est donc vraiment, c'était mon propre mouvement intérieur. Et là, j'ai perçu à quel point, quand on arrive dans ce monde, on a déjà des aspirations. Et mes aspirations allaient bien au-delà de celles de mes parents. D'être juste une bonne fille, qui fait bien son travail, qui a une famille, que je n'ai pas eue. Mais j'ai eu tellement d'enfants que ça a bien remplacé tous ceux que je n'ai pas eu moi. Et donc pour moi, c'était évident de suivre cette voie que me proposait Idriss Lahore, après avoir déjà vécu des très belles choses à l'école Waldorf, dans ces systèmes où justement on est beaucoup plus respectueux de l'enfant et de tout ce qu'il y a dans l'enfant qui demande à être développé. Et là, j'ai donc suivi la proposition d'Idriss Lahore. Je n'ai pas beaucoup réfléchi, je dois dire, alors qu'il me laissait toute ma liberté parce que c'était une caractéristique d'Idriss Lahore. Jamais il ne forçait rien ni personne. Il fallait que ça vienne de notre mouvement intérieur. Et donc, au bout d'une journée, je crois, je suis retournée le voir et je lui ai dit « Oui, je suis prête. » C'est comme si c'est la vie qui recommence d'une certaine manière, c'est reprendre le destin pour tout ce que tu as réalisé après. En tout cas, c'était encore un tournant à ma vie. Il y avait déjà eu le tournant de l'école Waldorf, qui était quand même conséquent, vraiment conséquent. Et il y a eu ce tournant-là, qui m'engageait en fait pour toute ma vie auprès d'Idriss Lahore. Et ça a été vraiment le début, on peut dire, du Samadeva. Parce que jusque-là, on travaillait ensemble déjà depuis quelques années, les mouvements, par exemple, de l'euphonie gestuelle. Et là, on a vraiment commencé à faire des formations en France d'abord. Évidemment, on sait qu'ensuite, on est allé dans le monde. Et ça, en particulier, grâce à ma grande amie Colline Dobré,
que vous avez déjà interviewé ici, Colline Dobré et France de Boissanti, qui avaient une boîte de formation près d'Annecy, un centre de formation. Et grâce à elle, j'ai commencé à faire des stages en Savoie, et puis dans le Sud. Et donc on a commencé à lancer le phonigestuel. Et ça a été le début, on peut dire, d'une grande aventure. Je pense qu'il y a plein d'histoires, plein de souvenirs, mais si ça vient quelque chose, si je demande la question, comment c'était travailler avec Idriss Lahor? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a beaucoup marqué sur la manière de travailler sur la manière, qu'est-ce que tu as appris avec lui aussi? Alors, je ne suis pas très anecdote. Il y a des gens qui ont plein d'anecdotes, qui savent raconter plein de choses. Moi, je ne suis pas très anecdote. Par contre, si je devais dire une caractéristique de notre collaboration avec Idriss Lahor, en fait, c'est quelque chose que j'ai réentendu dernièrement dans une vidéo, justement, où Idriss Lahor parlait. Et il disait de moi, il disait, Enea, et il citait encore Olivier, que vous avez aussi interviewé, dit, quand je leur demandais quelque chose, il disait toujours oui. Et même si, moi, par exemple, je disais oui et je ravalais derrière en me disant comment je vais faire ça? Est-ce que j'en suis capable? Eh bien, j'ai toujours dit oui et j'ai toujours pu faire ce que Idriss Lahor me proposait. Là, quand je dis ça, par exemple, une anecdote, une chose que je vois quand on a fait nos grands spectacles à Annecy et à Aix-les-Bains en 2001 et 2002, c'était vraiment des grands spectacles. Et lors du deuxième, je crois, il a rajouté encore à la difficulté, parce que déjà, je dansais, évidemment, nous faisions de l'euphonie gestuelle, donc je dirigeais un peu la troupe sur scène, et puis je chantais en même temps. Donc déjà, faire les mouvements et chanter en même temps, c'est... Il y a quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Et je me rappellerai toujours le deuxième spectacle, 2-3 jours avant, il me dit, tiens, je t'ai préparé quelque chose à dire avant chaque danse, pour dire ce qu'était la danse, d'où elle venait, en lien avec les Hakim Sarman, et voilà. Donc, à la dernière minute, je disais, parce que je n'avais pas vraiment le temps de me pencher là-dessus pour l'apprendre, eh bien, j'ai dû rajouter ça encore au début de chaque morceau, et m'en souvenir, donc. Donc ça a été encore quelque chose de très déstabilisant, on va dire, bon, mais que j'ai fait. Puis il y avait un morceau dans ce spectacle qui était arythmique, complètement arythmique, et sur lequel je devais chanter aussi. Donc c'est un spectacle qui a engendré un certain stress, mais pour moi c'était évident que je le faisais. Et donc on a fait, et bien fait je pense, bien fait. Lors d'un de ces deux spectacles, je crois que c'était le premier, à la fin du spectacle, puisque Idriss Lahor parlait de ses amis d'Afghanistan qui avaient tous été exterminés. Et donc il y a la dernière chanson, c'était Femme, je vous aime, très belle chanson. Et quand on a fini le spectacle, eh bien, on a eu la grande surprise de voir arriver quelques hommes enturbannés qui sont arrivés, qui nous ont dit « L'esprit de Rumi était là ». C'était un très beau spectacle. Voilà. Il y avait toujours de la beauté dans ce qu'Idriss Lahor proposait, de la beauté, de la vérité et de la bonté. Les trois principes universels qui traversent tout ce que Idriss Lahor a fait, a donné au monde. Et on dit aussi que chaque fois on remercie aussi avec toutes les pratiques psychocorporelles. Oui. On remercie aussi Agnès Esgrif et à qui Idriss Lahor a enseigné directement. Oui. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier, comment il a enseigné directement certaines d'autres méthodes? Oui. Ah ben, ça a été le début, et pour moi justement, ça a été une des choses les plus importantes.
une des choses les plus importantes. Et ça l'est peut-être encore aujourd'hui, pour moi. L'euphonie gestuelle qui est devenue par la suite le yoga de Samara aujourd'hui. Et ce qu'il y avait de particulier, c'est que nous avons travaillé donc avec Idriss Lahore et très vite aussi avec Emma Tilok. Et j'ai ramené dans cette euphonie gestuelle des éléments que j'avais appris en anthroposophie, dans l'eurythmie qu'on enseigne dans les écoles Waldorf et que j'avais trouvé magnifique. J'ai donc fait des années de rythmie et des années de gymnastique Bodmer, qui est aussi un art qui a été inspiré par Rudolf Steiner sur la demande du comte de Bodmer. Eh bien, j'ai introduit des éléments, par exemple les marches que vous connaissez bien, oui, dans le yoga de Samara. Et bien sûr, il y a eu ces magnifiques arcanas majeurs que nous avons vus avec Idriss Lahore, directement avec lui, et puis toutes ces belles danses qui venaient plus, qui étaient orientales ou moyenne-orientales, qui venaient en particulier de Gurdjieff, des danses Gurdjieff, que nous avions appris aussi avec une de ses praticiennes, Amio de Vienne. Et nous avons fait de cette euphonie gestuelle ou du yoga de Samara quelque chose de très complet, je pense, dans lesquels on retrouve des influences très diverses, des mouvements qui sont surtout beaux, lents, conscients, d'autres qui sont plus rythmés, comme les danses justement, et quelque chose de très beau, de très complet, qui est vraiment quelque chose qui anime le corps. Et moi qui avais toujours été pendant mon enfance maladive, c'est pour ça que j'ai rencontré d'ailleurs Idriss Lahore, eh bien, je peux dire que c'est vraiment l'euphonie gestuelle et les premières années où je pratiquais intensivement, plusieurs stages par mois, c'est vraiment ça qui m'a permis de dépasser mes bronchites, mes otites, tout ce qui était maladie de la sphère ORL. Donc c'était le début, vraiment le début du Samadeva. Et quand même on dit, et c'est la réalité, que tu es la plus proche collaboratrice d'Idriss Lahore. Oui, ben peut-être justement parce que je l'ai connu... Depuis longtemps? Depuis longtemps. Je le connaissais à quoi? Je crois que j'avais 9-10 ans. Et depuis, je l'ai toujours suivi. Quelle qualité tu avais besoin pour être ou travailler avec? J'avais besoin qu'il donne un sens à ma vie. C'est très simple. Vraiment, c'était ça. J'étais une petite fille. Je me rappelle l'image que j'ai de moi. Souvent, j'avais une petite photo que je ne retrouve plus d'ailleurs, sur laquelle on me voyait. Petite, je devais avoir 7-8 ans, peut-être même avant. Et j'étais déjà très chétive à l'époque, très fine. Et j'étais là, et je regardais en haut, d'un air de dire, mais qu'est-ce que je fous là en bas? C'est là que j'aimerais être, retourner. Donc c'était ça. Tu continues à réaliser ça sur cette terre? Oui. Avec les autres et pour les autres. C'est vraiment ça. Parce que c'était pas pour moi. Pour moi, c'était pas très intéressant. Pour moi, c'était juste parce que je pouvais aider les autres. Et ça. Et on reconnaît beaucoup chaque fois quand on voit les stagiaires qui viennent. Donc merci beaucoup que tu continues. Oui, les stagiaires ils sentent que je ne fais pas ça pour moi, mais que je fais ça pour eux. Et comme on dit souvent encore, bien au-delà. Mais c'est sûr que le sens à ma vie, c'est Idriss Lahore qui me l'a donné, à travers d'une part tout ce que j'ai fait avec lui. Au début, le yoga de Samara. Et ensuite, la deuxième chose qui était tellement importante, ce qu'on appelait à l'époque la psychologie essentielle, qui était enseignée dans notre grande formation de praticiens, et qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle psychologie spirituelle. Et ça, c'était l'élément
tellement important qui donnait sens à sa vie, à ce qu'on faisait, à tout ce qu'on faisait pour soi, pour les autres. Parce que d'une part, ça définit bien la nature humaine, ça permet de mieux comprendre qui nous sommes, qui est l'être humain, qui suis-je? Ça répondait à cette grande question, qui suis-je? Et c'était un élément tellement intéressant qui nous permettait de redonner du sens à notre vie et ensuite, à travers les cours que nous donnions, de donner un sens à la vie de tous ceux qui nous rencontraient et qui nous permettaient de comprendre des grandes notions quant au karma de l'être humain, pourquoi il souffre, pourquoi il traverse toutes ces souffrances dans sa vie. Et ça permettait de comprendre que nous avons en nous une nature animale, puisqu'on dit toujours que nous sommes un animal un peu plus évolué, quoique plus évolué parfois on se demande. En tout cas, nous avons une nature animale, et c'est notre nature instinctive. Et cette nature instinctive, on la voit beaucoup, beaucoup en ce moment chez les êtres humains. Et d'autre part, que l'être humain était un être conditionné. Et donc ces deux parties instinctives, conditionnées, en fait, on se rend compte que ça fait 95% de qui nous sommes. Nous agissons en général en proie à nos instincts et en proie à nos conditionnements, ceux qui nous viennent de l'enfance déjà. Et il y a très peu de choses qui nous viennent de tout ce qui est caché derrière les conditionnements, derrière notre nature animale. Cette étincelle divine dont nous parle Idriss Lahore, qui s'est incarnée en nous à la naissance et qui, elle, aspire à la vérité, à la bonté, à la beauté. Et donc Idriss Lahore nous dit même que cette étincelle divine, cette essence spirituelle, comme il l'appelle, comme nous l'appelons dans notre jargon, eh bien, elle est faite de substance, d'amour, de compassion, de joie, de sérénité, pour nous amener à la clarté. Et donc ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça sort l'être humain de sa condition, de sa triste condition d'animal conditionné, qui peut être heureux dans sa vie. On ne dit pas que les êtres humains ne sont pas heureux. Ils ont tous, heureusement, ils arrivent à trouver le bonheur dans leurs instincts, dans leur conditionnement. Mais ce bonheur qui vient de cette source en soi, de cette essence spirituelle, c'est un bonheur qui va tellement au-delà et qui fait qu'on partage avec les autres des choses essentielles, pas des choses accessoires seulement, des choses essentielles qui nous permettent d'aller vers la réalisation de notre être véritable. Et ça, c'est merveilleux, c'est juste merveilleux. Aussi, je ne sais pas à quelle année tu as commencé aussi à faire le silence du corps, la retraite spirituelle aussi. Oui. Qui était comme le prolongement aussi de tout ce que tu as déjà fait. C'est lui qui l'a proposé de le faire ou c'était plutôt... Eh bien, je crois que c'était mon initiative, qu'il a bien sûr tout de suite renforcée, mais j'ai suivi avec Idriss Lahore, il y a déjà 30 ans, des stages de méditation zen, à l'époque. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup interpellée. Et donc, quand on a fait du yoga de Samara, il nous proposait aussi, dans ce yoga de Samara, des moments de retour à soi, des moments de méditation. Et pour moi, c'était un élément essentiel du yoga de Samara. Donc, je pense que c'est moi qui lui ai proposé à un moment donné, je vois même plus clairement comment ça s'est dessiné, mais il a trouvé que c'était bien sûr une excellente idée de faire des stages dans lesquels il y avait de la méditation, dans l'immobilité, des mouvements du yoga de Samara, dans cette lenteur qui nous ramène aussi à ce qu'il y a d'essentiel en nous, et aussi de la psychologie, de la nouvelle psychologie spirituelle.
à travers notamment tous les extraits d'entretien que je lis pendant que nous méditons. Chaque fois, à la moitié de ces 20 minutes de méditation, il y a un petit extrait essentiel qui nous amène à chaque fois un peu plus loin au fur et à mesure des méditations et des journées. Donc c'est vrai que ce silence du corps, pour moi, c'est devenu la chose la plus importante. Et c'est ce que je redonne encore aujourd'hui. J'en ai donné je crois qu'aujourd'hui, je peux dire des centaines. Vraiment des centaines, puisqu'on a commencé il y a 15 ans, en 2010, je donnais déjà des silences du corps. Et aussi bien en France que tout de suite dans les pays russophones. Et plus tard en Chine, au Brésil, donc ce stage, au Maroc bien sûr, au Maroc, à Marrakech, où ils apprécient beaucoup ce stage. Oui, oui, c'est vraiment un pur fruit de l'enseignement d'Idriss Lahore, ces silences du corps. Tous ceux qui ont vécu, ils savent ça. Ceux qui l'ont vécu, oui, en général, c'est vrai qu'il y a des retours très très beaux, très grands, de ce que les personnes ont pu contacter en elles, en faisant ces stages, parce que c'est vraiment retourner aux sources de qui je suis. Et je propose maintenant toujours à ceux qui viennent de recontacter une difficulté, un problème, une souffrance, et de les confier ensuite à la force du chant qui est créé là, lorsque nous sommes tous réunis, ensemble, bien reliés à l'esprit d'Idriss Lahore, qui n'est plus là aujourd'hui physiquement, mais qui continue à nous inspirer au-delà de l'espace et du temps, qui est là, et nous le sentons bien tous ceux qui enseignent encore ici et de par le monde, sentent bien à quel point il est toujours présent. D'ailleurs, il nous disait, les esprits que tu appelles viennent. Et ici, nous avons cette grande facilité à nous relier à Idriss Lahore. Nous faisons tout ça, d'ailleurs tous les enseignants ici se relient à Idriss Lahore, et c'est vraiment quelque chose qui donne beaucoup de force. Si je demandais, est-ce qu'il y a peut-être une chose que tu n'as pas encore dit, mais qui t'a touché profondément de cet enseignement de Samadeva, ou qu'est-ce qui a transformé complètement ta vie, ou qu'est-ce que tu as appris vraiment, que tu portes en toi maintenant, que vraiment quelque chose de très très important? J'ai appris beaucoup de choses, puisque je n'ai pas seulement fait du yoga de Samara et la nouvelle psychologie spirituelle, que je continue aujourd'hui, parce que pour moi ce sont les deux piliers de cet enseignement, mais j'ai aussi enseigné, la première d'ailleurs, les techniques énergétiques, et pendant des années, et c'est aussi quelque chose de tellement intéressant pour aller au-delà de ces souffrances, toutes ces techniques qu'il nous a enseignées, comme le Setlataïf tout simplement, l'IFT, des choses qui existaient déjà et qui entrent dans le contexte de ce que nous enseignons d'une manière un peu différente à la Libre Université du Samadeva. Et puis, il y a eu quand même les techniques transgénérationnelles et systémiques, auxquelles Idriss Lahore donnait beaucoup d'importance et que j'ai suivies pour toutes les formations qu'il a données. Et qui a transformé le plus, ou quelle connaissance, ou quelle idée, ou quelle... Même tu as parlé de ce qui t'a donné la sens de la vie, aussi aspiration vers la beauté, bonté, vérité. Il y a quelque chose d'autre que tu peux dire profondément qui te reste si tu regardes? Si je regarde depuis le début, tout ce qui m'a été... Je crois que c'est vraiment tout ce que j'ai pu déjà dire, et avec cette notion de karma. Cette notion de karma qui fait qu'on n'est pas là pour rien, mais que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est en lien avec qui nous étions hier, avant-hier et dans des vies précédentes. Et que nous sommes le fruit de ce karma, et qu'en même temps, aujourd'hui, il nous est proposé de compenser tout ce que nous avons fait ou dit de mal,
et nous avons tous fait ou dit du mal dans le passé, qui nous demande à être compensés pour aller de manière neuve vers le futur. Et c'est vraiment ça qu'on peut faire à travers cet enseignement, c'est aller d'une manière neuve vers le futur pour s'éveiller à qui nous sommes réellement, pour aller vers l'éveil, vers la réalisation de sa nature véritable. Et c'est ça que beaucoup de ceux qui étudient, qui aiment, qui pratiquent le Samadeva portent en eux. Parfois d'ailleurs en germe, de manière totalement inconsciente, puis au fur et à mesure des stages, des portes qui s'ouvrent, ils sont en contact à nouveau avec ça, ce qu'il y a de plus profond en eux, qui leur permet d'aller vers quelque chose de nouveau pour le futur et pour les autres. Parce que nous croyons ici que lorsque nous faisons ensemble quelque chose de beau, de bien, de bon, que nous sommes bien reliés, eh bien, il y a d'autres forces qui sont là, présentes avec nous. Des bienveillantes forces, ou comme Idriss Laor le disait dans une de ses chansons, des présences cachées dans le secret de chaque instant. Mais ces présences, il faut y être attentif. Et pour ça, il faut créer le silence en soi. Tant qu'on est dans le bavardage, dans l'agitation des paroles, des gestes, on ne peut pas recontacter ça en soi. C'est pour ça que l'assise immobile de la méditation est tellement importante. Et surtout dans des formations où on nous guide. Et là, on peut vraiment ressentir plus seulement soi, mais tout ce qui est là autour de soi. Toutes ces présences cachées. Et on sait qu'on n'est pas seul. On n'est pas un esprit tout seul. En fait, le monde est peuplé d'esprits autour de nous. Même si on nous demande d'abord d'agir comme des êtres humains qui sont incarnés et qui peuvent faire quelque chose dans cette vie, de leur vie et avec les autres, pour les autres. Et c'est grand de pouvoir faire ça. C'est grand. Je reviens aussi sur les questions, l'idée, qu'est-ce que c'est pour toi Samadeva aujourd'hui? Un art. Un art de trouver ce qu'il y a de meilleur en soi pour le redonner aux autres. Je pourrais dire ça comme ça. Et vraiment un art. Ça met en œuvre beaucoup les forces de la structure et de la beauté. Et en même temps, cette bonté agissante qui nous pousse à faire des choses bonnes pour les autres. Un art de vie en même temps. Parce que c'est pas juste Samadeva quand je fais mes mouvements à 10 heures, mes arcanas majeurs, ou bien quand à midi je fais des repas avec les autres que je réponds à leurs questions. Non, 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 non. Le Samadeva, ça devient un art de vivre. C'est tout le temps. Parce que je peux tout le temps faire les choses, dire les choses en étant davantage conscient. La conscience, c'est ce qui fait de moi un être véritable. Être conscient. Et ce n'est pas quelque chose qui est si facile, puisque comme nous l'apprenons, l'énergie consciente, ce n'est pas une énergie humaine, c'est une énergie qu'on va capter autour de nous, qu'on ramène en nous, mais c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Cultiver la conscience de soi, à partir déjà de la conscience du corps, et la conscience dans la relation avec les autres, comment je vis ma relation à l'autre, comment j'essaie de cultiver la bonté, la bienveillance avec les autres, et ça c'est un élément tellement important. En fait, toutes ces qualités nobles que nous propose Idriss Laor à travers les stances, à travers toutes les belles stances qu'il nous a données. C'est 101 stances. Ah oui. Wow. Une petite araignée qui s'est invitée.
C'est intéressant. Elle fait partie de notre vie aussi. Oui. Et les questions qui me viennent aussi, comment tu décrivais ou comment tu dirais qui était Idriss Lahore? Un homme remarquable. Un de ces hommes remarquables dont nous parle Gurdjieff dans son film, Les hommes remarquables. Un homme qui vit réellement ce qu'il enseigne aux autres. Et ça, c'est quelque chose de tellement important parce qu'on voit des instructeurs ou il nous a bien mis en contact avec des personnes qui disaient enseigner de grandes choses et quand on les voyait vivre au quotidien, eh bien, c'était pas ça qu'elle reflétait. La cohérence de son enseignement, la cohérence de l'homme qu'il était, de la vie qu'il avait, de son lien avec nous, de tout ce qu'il faisait avec nous pour nous amener un pas en avant. Et il avait une patience infinie, parce qu'il faut de la patience quand même, hein, avec les êtres humains. Il faut beaucoup de patience. Et donc pour moi, un homme remarquable en lien avec les forces du ciel, et pourtant bien incarné. Est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu voulais dire, peut-être en lien avec la Libre Université de Samadeva, en lien avec le travail avec lui, en lien avec les vécus que tu as vécus, peut-être aussi pendant tous les voyages, avec toutes les personnes que tu as rencontrées? Est-ce qu'il reste quelque chose? On peut juste dire que c'est aussi merveilleux du point de vue des rencontres qu'on fait avec les autres, effectivement. Et là, on peut vraiment ressentir ce qu'il dit aussi dans une chanson. Ces chansons, ce sont vraiment des chansons qu'il faut écouter à plusieurs niveaux, qui sont magnifiques. Et réécouter. Réécouter. Moi, je les réécoute 20 ans après, je trouve ça magnifique, quoi. Et dans une chanson, il parle du fait que notre âme est si riche, qu'elle est riche, mon âme. Et quand on va un peu partout, moi j'ai vu tellement de gens déjà à travers les stages de Samadeva que j'ai fait, et un peu partout, comme je disais, dans tous les pays, de nombreux pays, eh bien ces rencontres sont toujours magnifiques, parfois magiques. Et nous donnent vraiment le sentiment que tous ces autres font partie de notre vie. Et que notre vie est riche, riche, riche. Et oui, bien sûr, j'ai plein je peux voir certaines rencontres comme ça avec certaines personnes, mais un peu partout d'ailleurs, aussi bien si je regarde, maintenant si je tourne mon regard vers la Chine, j'ai rencontré des gens là-bas qui m'ont profondément ému. Si je regarde dans tous les pays russophones, ça m'a ouvert d'ailleurs aussi, ouvert le cœur, parce qu'étant petite, j'étais plutôt quelqu'un de rentré, du fait que mes parents étaient plutôt stricts et un peu raides, un peu tristes, et j'ai beaucoup ouvert mon cœur en lien avec tous ceux que je rencontrais, et je peux dire peut-être particulièrement les amis russophones, qui eux vivent beaucoup à partir du cœur. Et ça, c'était un élément pour moi très important. On a aussi pensé que cette vidéo, avec tous les maîtres de Samadeva, peut-être les gens vont regarder après 20 ans, 30 ans ou 10 ans même. Tu crois? Et on a dit, mais quel message, par exemple, toi, tu voulais passer pour les gens qui te veulent rencontrer après plusieurs années? En fait, pour moi, le message le plus important qu'on peut donner aujourd'hui aux hommes, aux femmes, c'est essayer d'introduire dans votre vie la conscience. C'est tellement important et ça va être de plus en plus important parce qu'aujourd'hui on fait des êtres humains, des êtres encore un peu plus animaux et conditionnés, comme je le disais. Introduisez dans votre vie la conscience. Et la conscience, ça s'introduit en étant conscient de son corps. Et il y a beaucoup à faire là, en étant conscient de ses émotions, de ses pensées, de l'effet que tout ça nous fait. Et là, on devient de plus en plus conscient et de plus en plus humain.
Donc introduisez de la conscience dans votre vie. Et une autre chose, on nous en parle tellement souvent, la gratitude. Introduis dans ta vie la gratitude. La gratitude pour tout, tout ce que tu as, tout ce que tu es. La gratitude pour les choses agréables et même, comme il nous l'a dit, pour les choses désagréables. Et ça, au début, ça choque les personnes quand on leur dit ça. Mais c'est bien souvent, à travers tout ce qu'on vit de désagréable, tout ce qui est difficile, toutes nos souffrances, que nous arrivons à aller un pas plus loin dans notre humanité véritable. Donc, la gratitude qui ouvre le cœur et la conscience qui ouvre l'esprit. Voilà, si je devais dire deux choses, ce serait ça, conscience et la gratitude. Merci beaucoup, Enia, pour ce bel moment ensemble, pour tous les partages. Et merci de m'avoir donné cette opportunité de partager, ma chère Soltega. Merci beaucoup. Et vous, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez partager avec les autres, partager avec vos amis, vos proches, et aussi s'abonner à cette chaîne YouTube de la Libre Université de Samadeva. Et à la prochaine!